Bonjour à tous. Cette semaine, exceptionnellement, je suis dans les locaux, les bureaux de Sans Concession avec Eric et Jean-Louis. Je vous propose de retourner du côté du bol d'or, du côté du Castellet, pour vous faire découvrir les coulisses de ce bol d'or. On est retourné dans le village, on est allé rencontrer un accessoiriste, Senna et ses intercoms. On a croisé Stéphane Paulus qui devait faire une démo avec sa katana, mais ça ne s'est pas passé comme prévu, on y reviendra. Et puis évidemment les youtubeurs de Club 14 qui nous ont fait une démonstration avec un airbag. Mais d'abord, c'était le bol d'or, on vous fait le résumé d'une course pas comme les autres. Club 14, le spécialiste de l'assurance moto, vous propose de vous replonger un instant dans le bol d'or 2019. L'édition 2019 du bol d'or restera dans les mémoires pour plusieurs raisons. Et d'abord parce que la météo a considérablement perturbé la course. Après des qualifications sur piste sèche qui ont vu la Yamaha numéro 7 du Yard se qualifier en pole position avec le français Loris Baz, auteur du meilleur chrono absolu, la pluie s'est abattue sur le circuit Paul Ricard pour un départ des 56 équipages sur une piste détrempée. Derrière la Yamaha, la Kawasaki SRC championne du monde l'an passé, et la Honda FCC titrée l'année d'avant, alors que la BMW plaçait 2 machines pour compléter le top 5. Mais dès le départ, la Suzuki numéro 2 du CERT et la Yamaha numéro 77 de Volschick Racing Team se livrent un duel féroce alors que la pluie redouble d'intensité. La voiture de sécurité est d'abord entrée en piste, puis le drapeau rouge a été déployé, interrompant la course pour d'évidentes raisons de sécurité après 2h44. Les machines ont été arrêtées jusqu'à 6h du matin, soit 12 heures d'interruption, et un nouveau départ dans l'obscurité du petit matin. La piste du Castellet n'avait pas séché, mais elle était enfin praticable et le bol d'or allait pouvoir reprendre sur une piste cependant encore délicate. Aux avant-postes, la Yamaha FCC numéro 5 et la Yamaha numéro 7 s'échangeaient la première place avec Baz et Di Meglio au combat. Alors qu'un peu plus loin, la Suzuki numéro 2 et la Yamaha numéro 77 faisaient de même. Nouveau coup de théâtre à 9h02, alors que Mike Di Meglio arrête sa Honda. Moteur explosé, l'huile répandue sur la piste provoque la chute de plusieurs motos, dont certains favoris comme la Yamaha numéro 7 et la Kawasaki numéro 1. Loris Baz et Erwan Nigon en seront quittes pour une énorme frayeur alors que les motos prennent feu. L'énorme brasier provoquera de nouveau l'intervention du safety car. L'abandon des 3 ténors laisse le champ libre à la Yamaha 77 et à la Suzuki du CERT pour le leadership. Alors que derrière, une lutte fait rage entre 2 BMW pour la 3e marche du podium. En Superstock, la Yamaha numéro 96 de Moto 1, déjà dans le top 10 au qualif, continue à faire des miracles avec Claire, Mühlhauser et Rolfo. Très belle prestation aussi pour la BMW numéro 6 avec Louis Rossi, venu épauler Ginès et D'Acosta en remplacement de Kenny Forêt, parti sur l'autre BMW numéro 37, devenu officiel. Devant, le CERT assurait la première place avec son équipage inchangé pour l'ouverture de cette nouvelle saison, même si côté management, Dominique Mélian a cédé sa place à Damien Saulnier. La 83e édition du bol d'or revenait donc à Étienne Masson, Greg Black et Vincent Philippe, ce dernier signant une 9e victoire sur l'épreuve, nouveau record historique. Moto 1 s'adjuge la victoire en stock et le CERT pouvait célébrer comme il se doit ce bol du renouveau pour Suzuki. Ultime coup de théâtre, la BMW numéro 6 sera déclassée pour contenance de réservoir non conforme et c'est l'autre BMW, la 37, qui prend la 3e place derrière la Yamaha 77. Hey, mesdames et messieurs, allez, ça mérite un moment.
Rendez-vous mi-décembre en Malaisie pour la prochaine épreuve du mondial d'endurance sur le circuit de Sepang. Un bol d'or, effectivement, pas comme les autres, avec une très belle victoire du CERT et la 9e victoire de Vincent Philippe. Éric Sélis commentait cette course pas comme les autres, donc c'est notre réalisateur préféré, Éric Communier, qui s'est dirigé du côté du village pour aller déambuler à la rencontre de plusieurs acteurs de ce bol d'or. On entend partout que l'on ne peut pas vivre de sa passion. C'est pas facile sinon tout le monde le ferait. Mais personne ne se ressemble. On est tous différents. Notre savoir-faire est guidé par notre passion pour atteindre l'excellence. Pour atteindre l'excellence. Vivre sa passion, c'est mettre tous ses sens en éveil. 真の情熱を表現する。すべての感覚を研ぎ澄ます。すべてを超越する。Bonjour Grégory, comment vas-tu? Bonjour Eric, ça va, je te remercie, et toi? Bon, dis-moi, je cherche un intercom efficace. Est-ce que j'ai sonné à la bonne porte? Tu es parfaitement au bon endroit. Donc Alors, précise-moi un peu ton activité, un peu l'histoire de Sena. Alors Sena, c'est une société qui existe depuis 1998. À la base, on travaillait beaucoup dans tout ce qui était communication dans le monde industriel. Et en fait, on s'est spécialisé depuis 10 ans en fait, dans l'intercom moto. Donc voilà, ça fait plus de 10 ans qu'on développe des intercoms moto avec une montée en gamme progressive. On fabrique maintenant même des casques moto avec des intercoms intégrés. Alors dis-moi, pour le néophyte que je suis, qu'est-ce qu'un intercom? Alors c'est une très bonne question. L'intercom, en fait, c'est un système électronique qui va permettre de communiquer entre motards, donc motard-motard ou motard-passager. En fait, c'est pour partager l'expérience que l'on a quand on roule à moto et qu'on se fait plaisir et dire voilà le beau paysage ou parfois signaler un danger. Et l'intercom permet aussi, c'est une autre fonctionnalité, de récupérer tout signal audio d'un appareil Bluetooth. Donc le plus gros usage que nos clients en font, c'est de récupérer le signal audio d'un téléphone par exemple. On récupère la musique, les appels, les listes de musique, Spotify, Waze aussi, les GPS, les applications de prévention de danger comme Coyote ou ces choses-là. Parce que là je vois, enfin tu me dis téléphone, mais je vois pas de micro. Alors le micro en fait il est intégré. Chaque appareil Sena est doté de 2 types de micros. Là tu vois on a un micro perche donc qui permet d'équiper des micros qui ont ou les jets ou les modulables ou des micros, enfin voilà des casques qui ont des ventilations comme ça. Ou sinon on a aussi un micro filaire donc, qui se situe à l'intérieur. On vient avec un système de scratch, positionner le micro qui permet justement de parler. Tu me parlais du passager, mais on peut donc communiquer avec des motards aux alentours. Oui, alors en fait, en fonction de la gamme de produits, tu vas avoir une distance qui est plus ou moins importante. Ouais, ça commence à 200 mètres et ça peut aller jusqu'à 2 km. On peut même, avec le système qui équipe ce casque et qui équipe aussi un autre modèle, Sena a développé une technologie qui s'appelle le mesh, qui peut avoir une portée théorique jusqu'à 8 km, avec 16 appareils connectés les uns aux autres. En fait, chaque appareil est le relais de l'autre. On peut aller jusqu'à 8 km. Mais alors donc pour démarrer, on se dit on se fait un petit run tous ensemble. Comme on prend nos intercoms et on les appaire en fait, on dit appairer. Donc l'intercom, le système intercom nécessite d'avoir une manipulation où on appaire chaque appareil les uns aux autres. Sena a travaillé, parce que c'est un petit peu contraignant pour commun des mortels, Sena a travaillé sur sa propre technologie qui s'appelle le Mesh Intercom, qui permet d'un simple bouton, on appuie en fait ce modèle-là par exemple, qui est notre tout dernier casque connecté qui intègre la technologie Mesh, on appuie sur ce bouton, on n'a rien d'autre à faire. Et là, le nombre d'appareils que l'on peut connecter est quasiment illimité. Parle-moi juste un peu, je voyais il y a une caméra. Pour la régler déjà, on a une application smartphone qui permet de régler l'angle de la caméra pour avoir le bon paramétrage. Donc tu ne le vois pas visuellement, mais tu peux avoir un retour. Après, l'idée, c'est de pouvoir proposer aux gens qui souhaitent avoir une caméra d'avoir tout en un. Parce que souvent, les gens qui ont une caméra ont aussi un intercom. Et du coup, on a d'un côté une caméra, de l'autre l'intercom. Donc là, on a voulu proposer un appareil tout en un, plutôt discret, en tout cas plus discret que 2 appareils. Voilà, avec un système de réglage et un système d'intercom qui fonctionne plutôt bien. Tu vois, ici, on vient enregistrer directement sur une petite carte SD. Et le gros avantage de ce type de produit, c'est qu'on peut mettre tout de suite la musique que l'on écoute, poser la voix, quand on peut faire des commentaires, ça enregistrer directement. En même temps. Exactement, en même temps. Ça évite de faire des gros montages derrière vidéo. Nous qui sommes justement dans la vidéo, c'est quoi? C'est du HD? C'est quoi ta caméra? Alors là, en fait, on a ce modèle-là qui est 2K. On a un tout nouveau modèle qui va arriver dans quelques semaines, qui va filmer en 4K, 30 images par seconde. Donc tu peux filmer en continu pendant environ 2 heures. D'accord. Alors maintenant, revenons un peu au casque. Alors, qu'est-ce que Sena? Sena est fabricant d'intercom, donc nous on fournit des kits
qui peuvent s'adapter sur la plupart des casques, la majorité des casques, par système de glissière ou un système d'autocollant. Et en fait, pour aller encore plus loin dans le concept, Sena a développé sa propre gamme de casques. Donc aujourd'hui, on a 3 casques différents. On a un jet qui est ici, qui s'appelle l'Econo. En fait, on est vraiment sur du casque connecté. Ouais, tu peux voir, on a la molette. Ouais, belle couleur. Ouais. Et tout est intégré. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus rien qui dépasse, il n'y a plus un fil. On a ici le micro-perche, ici la molette de sélection, donc on a ce jet. On a un autre modèle qui est plus typé custom, qui est ici, qui s'appelle le Savage, où là voilà, on a toujours le dial, la jog dial, la molette et le bouton on. Donc là, ça va même encore plus loin, le micro est situé ici. Et en fait, on a sorti aussi il y a tout récemment notre tout dernier né, qui s'appelle le Momentum Evo. Donc ça, c'est un intégral, où là pareil, tout est intégré. Et donc ça, c'est la toute dernière technologie Sena dans un casque. Déjà, je le trouve où et à combien? Alors ça, c'est un casque qui vaut 429 €. Tu le trouves normalement chez la plupart des revendeurs, des accessoiristes qui travaillent dans le monde de la moto. Nous, on travaille avec toutes les marques quasiment qui distribuent de l'accessoire en France. Donc tu dois pouvoir le trouver assez facilement. Il vient juste d'arriver ou il arrive dans quelques jours, donc on est en cours de livraison. Mais je suppose toutes les couleurs. Alors on a une seule couleur qui est le matte black, qui est celui-ci. Ça va du M jusqu'au XL. Après, on a des accessoires, il est livré avec un pin lock de série. On a aussi un câble Wi-Fi qui permet justement de connecter le casque au Wi-Fi domestique. On a également une visière fumée en accessoire. Vas-y Eric, essaye le casque. Allez. Bon, il y a un peu les cheveux, mais... Ouais, bah ça, c'est la vision augmentée. Écoute, je le trouve vachement confort. Hein. Ouais, ils ont beaucoup travaillé en fait justement sur la finition, sur le confort. Ouais, t'as une mousse qui te prend bien là, t'es vachement bien pris un peu partout, c'est vachement agréable. Alors juste pour terminer, je suis souvent avec ma femme comme passagère, elle parle beaucoup, alors, elle nous écoute pas, donc elle parle beaucoup. Il y a un bouton mute pour répondre à ta question. Voilà, c'est possible. Non, ne t'inquiète pas, on a pensé à tout. Ok, merci à toi. Au plaisir. Et bah écoute, merci. Bonne chance. Super, merci. Monsieur Philippe. Monsieur Eric. Comment vas-tu? Ça va toi? Est-ce que tu aurais par hasard quelque chose qui pourrait protéger un peu ma moto? On a les parcs Carter comme d'habitude pour les trails, etc. Et pour tout ce qui est roadster et puis moto plus sportive, on a sorti une gamme de sliders. D'accord. Avec tous les supports qui vont. Ce que tu mets sur le côté du cadre, comme ça en cas de chute, ça te permet de ne pas abîmer tes carters moteurs par exemple et ton carénage. D'accord. Voilà. Donc on a toute une gamme de supports qui vont sortir. Pour la modique somme 2. On est à 99 les patins et le support. D'accord. Voilà. Okay. Donc toutes les semaines on sort un nouveau support. Donc le patin lui est universel et puis on sort tous les supports. Et si je veux vraiment un GPS devant moi sur le guidon? Donc là sur la Tracer par exemple, il n'y a rien qui est prévu pour venir se fixer et l'avoir tout à fait en visuel. Donc on a développé un petit support que tu viens adapter sur le bocal de frein ou le bocal embrayage. Et donc que tu garderas de moto en moto. Ah d'accord, voilà. Effectivement, là tu n'es pas obligé de le retirer, il est fixe. Voilà, c'est fixe et puis tu détaches ça quand tu es arrivé à destination et sinon tu l'enclenches, terminé. Et tu as comme ça en visuel. Rappelle-moi, JV, c'est distribué où exactement? C'est distribué avec 2700 revendeurs en France, donc on est chez... Je ne vais pas dire chez tout le monde, mais on est dans énormément de magasins. On va sur le net, on regarde ce qui est près de chez nous. Tu regardes les sites principaux et en vente internet. Et sinon, tu regardes effectivement sur le site JV et tu as tous nos revendeurs. La majorité de notre travail est fait avec des revendeurs. Oui. Il nous reste 15 secondes. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous présenter? Oui, la nouvelle marque Evic qu'on distribue. Allez, on y va. Allez. Voici donc, voilà, c'est la collection 2020 de Evic. Qui est une marque du groupe JV. On l'avait vu à l'usine. Voilà, tout à fait. Et donc ça, c'est les tout nouveaux modèles. J'aime beaucoup ce blouson, effectivement. 129 €, tu vois. Avec les protections. Qui permet donc d'avoir un blouson homologué, les protections, et puis un look qui ne fait pas gros motard. Donc c'est vachement léger, quoi. Voilà. On voulait quelque chose de très looké, qui ne fasse pas trop moto quand tu le portes en ville. C'est quand même un blouson homologué avec les protections. Et on sera à 129 €. Diffusé pour le mois de mars. Donc voilà, on a toute une série de nouveaux produits. Et pour moi, c'est à combien? Oh, je te ferai un prix. Bon, monsieur Philippe. À bientôt. À bientôt. Écoute, bon vol d'or. Ouais. Merci. À bientôt. Bonjour Eric, est-ce que je peux t'aider? Monsieur Aurélien, comment vas-tu? Très bien.
Dis-moi, je cherche une sacoche pour le réservoir. D'accord. Je vois que tu as. T'es bien tombé. Ma forme est un peu Donc voilà, en courbe. sur ta moto qui est un trail, Ouais. tu vas avoir un réservoir en pente. D'accord. Et du coup, tu peux pas mettre une sacoche n'importe comment, surtout pas une sacoche plate par exemple, qui irait pas du tout en termes de look sur ta moto et d'ergonomie, ça te gênerait. Du coup, il faut plutôt partir sur des sacoches D'accord, là on voit qu'effectivement c'est bien complet. qui va suivre la forme du réservoir. D'accord. Du coup, sur notre site, on a listé tous les modèles qui vont s'adapter à ta moto pour pas que tu D'accord. puisses te tromper. Et ensuite, il te faut un anneau. Donc, on te met un anneau qui est spécifique à ta moto. Et ensuite, tu mets ta sacoche dessus et elle ne bouge plus, ça ne touche pas à la peinture. D'accord. Et ça sera adapté en ergonomie. Quand tu vas tourner, ça ne va pas klaxonner et tu D'accord. seras confortable. Au niveau prix. Il y a à peu près tous les prix, ça part d'une centaine d'euros jusqu'à 169 € la plus grosse sacoche. Au niveau rien, est-ce que tu as d'autres choses à me présenter? Quelque chose de sympa, je peux te montrer ce qu'on a fait sur le Niken. Du coup, on a mis des pare-mains avec des clignotants intégrés, Ah ouais, d'accord. ce qui nous a permis d'ailleurs sur le Niken de retirer les clignotants qui étaient dans les rétroviseurs ici et qui cassaient le look. D'accord. On a mis aussi nos crash bars D'accord. qui permettent une bonne protection. Et juste pour terminer, SW Motec, c'est quoi? C'est français? C'est allemand, c'est une marque allemande qui a 20 Bien. ans cette année. Bien. Et nous, on est la filiale française, du coup, on fait partie de la même maison. Et ils font des très bons produits bien adaptés au marché français, du coup, ça marche bien. Je prêche Deutsch. Pas du tout. Voilà. Et ils parlent anglais. Et moi non plus. Voilà. Ok. Merci monsieur. Je t'en prie, à bientôt. À bientôt. Ensuite, là maintenant, les plus et les moins du GP d'Aragon qui était quand même pas fou. Salut Tom, ça va? Ça va et toi? Ouais, alors les plus, on attaque directement, ça va, pardon, je te réponds. Et ça va très bien parce que, bon voilà, non, on attaque les plus. Les plus, Marquez, forcément, hein, Ouais. de toute façon c'est ça depuis le début des briefs. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà. Bah, il n'y a rien à dire, là il domine. Le petit pépère, il est. Là, il est là. sur. Là, je pense qu'il joue dans une autre cour. Dès Oui. la FP1, il a mis une seconde 6 à tout le monde. Donc là, déjà, ça met. Voilà. Oui, la bon, tendance était affichée. Il a commis une petite erreur en FP2, mais en testant le pneu dur. Et donc, du coup, il savait que c'était pas forcément pour lui. Ouais. Et du coup, voilà. Du coup, il est parti sur les jantes. Voilà, 61e pole position pour son 122e départ en MotoGP, 81e pole position pour son 200e départ en Grand Prix. Voilà, donc c'est des statistiques aujourd'hui qui font, je veux dire là sur le papier, c'est Oui, bon. c'est le meilleur, c'est les meilleurs. Et donc là, voilà, il l'a montré en terminant la course avec un boulevard d'avance et maintenant il compte 98 points d'avance au championnat sur Deauville. Bon, Donc, ça c'était en Thaïlande tout ça, les t-shirts sont imprimés quoi. je pense que là, de toute façon, il faut qu'il soit prêt parce que là, il a juste à marquer 2 points de plus que Deauville pour être titré. Donc. Bon, au pire, t'écris au feutre. Voilà. Ouais, ça va quoi. Dans les plus, Andrea Dovizioso. Oui. Belle remontée. Alors un plus quand même un peu particulier, il y a 2 ans il jouait le titre et là satisfaction d'être deuxième, je suis désolé, ouais, je suis un petit peu là-dessus, j'y vais un petit peu plus là. Ouais, non, c'est sûr. Après, il est absent entre guillemets depuis l'Autriche, notamment à Misano où on attendait quand même les Ducati. Là, il a fait une belle remontée, on n'attendait clairement pas une Ducati comme ça. En fait, en regardant les rythmes de course, on misait plus sur Quartararo, Viñales, Marquez, et en fait, ça s'est matérialisé par un Dovi sur la deuxième marche du podium. Donc c'est bien. C'est bien. Au moins, le suspense reste entier jusqu'en Thaïlande. Mais clairement, pour un pilote qui jouait le titre ces 2 dernières saisons face à Marquez, on en attendait plus. Et là, aujourd'hui, on voit mal remettre à mal la domination de la suprématie de Marquez. Je voulais placer suprématie. Ou hégémonie de Marquez Oh bien, bien. en Thaïlande. Ok, si on va faire 4 heures. On enchaîne directement avec. Je suis content de l'avoir. Je pensais pas qu'on pouvait l'avoir dans les plus cette année. C'est Aleix Espargaro. Bien sur la ouais. Aprilia. Alors après, statistiquement, Oh, oui, vas-y. Ça y est, les Aprilia marchent très bien en Aragon. Il a terminé 6e ces 2 dernières saisons. Ça égale le meilleur résultat d'une Aprilia en MotoGP. Et donc,
Voilà, ça me semble logique qu'on l'attendait ce week-end aussi. Il s'est battu face à Rossi, il a donné du fil à retard à Rossi, ça a été compliqué pour Rossi d'ailleurs, et il termine très très bien, donc tant mieux. D'accord, t'es un bon parce que tu m'enchaînes rapidement, on va enchaîner sur les moins, enfin rapidement, sur Rossi. Oui. Voilà. Moi, tu me connais, j'aime Rossi, donc 8e, non quoi. Bah ouais, effectivement, Rossi, même problème qu'à Silverstone, un problème avec les pneus, donc lui il souligne que c'est pas les pneus en eux-mêmes qui ont posé problème, mais plutôt la gestion des pneus de la Yamaha. Ouais. On l'a vu avec les autres pilotes Yamaha, ça a été difficile en fin de course. Lui, ça s'est plutôt matérialisé en début de course, et donc ça a été compliqué jusqu'à la fin. Donc une 8e place, 3e pilote Yamaha à l'arrivée, donc c'est sûr qu'on ne l'attendait pas ici. Maintenant, on arrive sur un circuit où il s'est battu, il a mené la course l'année dernière en Thaïlande, donc on verra. Okay. Lorenzo, qu'est-ce qui se passe? Quoi, comment, qui? Compliqué, un retour de blessure compliqué. Il termine, je crois, à 46 secondes de Marquez à l'arrivée. Donc c'est beaucoup trop, surtout pour un quintuple champion du monde. On peut imaginer qu'il a peur depuis sa blessure, que la moto, il doit encore s'y faire, parce qu'il n'a pas beaucoup roulé, mine de rien, sur cette moto-là. Et aussi parce qu'il y a des rumeurs autour d'une arrivée éventuelle de Zarco à sa place. Donc c'est sûr que ça ne doit pas mettre dans des bonnes dispositions quand tu es sur la moto. Justement, dans les moins, Zarco n'était pas là ce week-end. Bon, on sait ce qui s'est passé avec KTM. Allez, je suis désolé, tu as des infos là? Non, on n'a aucune info claire et précise. De toute façon, il ne lâche rien. Mais on sait que de toute façon, Zarco veut être en MotoGP. Donc c'est soit deux options, sauf rallye, soit pilote d'essai, soit prendre la place de Lorenzo. C'est les deux seules options. Donc maintenant, ce qu'il lui faut faire, c'est jouer la montre. Attendre, voir comment ça se profile en fin de saison pour Lorenzo, voir si les négociations entre Lorenzo et Repsol viennent au clash et donc du coup ça s'arrête. Voilà, mais de toute façon là, c'est dans son intérêt d'attendre. Donc derrière, il semblerait que Claude Michi aussi aide un petit peu dans ce sens-là, donc faudra voir. Mais il n'a aucune raison de se presser, il ne veut pas rouler en Superbike, donc voilà, maintenant, voilà, il faudra attendre, il faut être patient. Non mais il faut être patient. Ok, ça marche. Bon bah écoute, merci beaucoup. Je t'en prie. Et puis on se donne rendez-vous en Thaïlande. Allez, bisous. La rubrique Web Atelier vous est présentée par La Bécannerie, tout l'univers du deux roues. La Bécannerie, c'est du choix avec plus de 500 marques et plus de 200 000 références. Une livraison rapide grâce à notre logistique performante. Un service client composé de spécialistes de roues et un SAV réactif. La Bécannerie, toutes les pièces, équipements et accessoires pour votre deux roues. Salut à tous, alors je vais vous montrer comment brancher un chargeur USB. Bon là en l'occurrence c'est sur un modèle Kawasaki Z900, mais ça peut s'adapter à n'importe quel modèle de moto. Alors nous tout de suite on aurait eu envie de le brancher sur la batterie, sous la selle, mais ce n'est pas une bonne idée. Parce que le souci c'est qu'elle sera tout le temps alimentée et ça va nous donner une batterie assez faible, ça va constamment la décharger. Alors moi je vais vous donner une petite astuce, c'est de la brancher directement sur l'ampoule de veilleuse du phare. Comme elle marche avec un fusible, au moins s'il y a un souci, le fusible saute. Et surtout, ça marche avec un plus après contact. Donc le chargeur ne sera pas constamment alimenté. Sur ce modèle-là, il faut démonter le tête de fourche pour pouvoir accéder à l'ampoule de veilleuse. Hop, voilà, donc une fois que le phare est tombé, on a accès au fil de l'ampoule de veilleuse. Il faut dénuder les deux fils plus et moins. Donc une fois que les fils sont dénudés, donc le fil rouge évidemment c'est le plus, il va sur le plus du fil de la veilleuse. Là on ne peut pas se tromper rouge avec le rouge. Et le noir sur la masse, donc là c'est le noir avec le noir. On va mettre les deux ensemble et puis il va falloir souder et isoler les fils. Alors une fois qu'on a soudé et isolé les fils comme il faut, on va trouver un emplacement pour pouvoir attacher le long faisceau afin qu'il ne nous gêne pas lors du remontage. Sur un roadster, par exemple, le meilleur endroit, c'est directement au guidon avec la fixation prévue pour. Sinon, sur d'autres motos plus carénées, on peut enlever le support pour percer dans le carénage et fixer directement la prise dans le carénage. Alors, une fois que cette étape est faite, on va remonter le tête de fourche sur la moto en faisant attention à bien tout rebrancher. Voilà, une fois qu'il est bien fixé, on va pouvoir fixer la prise USB sur le guidon. Alors en l'occurrence sur ce modèle, la meilleure position c'est à gauche, juste au-dessus pour pas que ça vienne taper dans le cache.
Voilà, donc notre prise USB est enfin montée. Alors par contre, pour l'utilisation, si vous voulez charger votre téléphone, GPS, etc., sans forcément avoir la moto allumée, il faudra allumer le contact et bien penser par contre à mettre le coupe-circuit pour pas que ça consomme de l'énergie. Et là, votre chargeur est alimenté, il n'y a plus qu'à brancher et charger votre téléphone ou appareil. Mon petit Stéphane. Salut Eric. Comment vas-tu? Bah écoute bien, je viens d'arriver. Est-ce que tu sais au moins que ton doc bat tous les records d'audience sur sans concession? Je suis content de l'apprendre et très plaisir que surtout ça plaise. Explique-moi un peu la raison de ta présence ici au Je Bol. suis présent donc au Bol d'Or ce week-end avec Suzuki pour effectuer le show de stunt demain lors du départ, donc de 13h40 à 14h. De plus, j'ai une nouvelle moto, une Suzuki 1000 Katana, sur laquelle je vais pouvoir évoluer et faire quelques figures de style pour mettre l'ambiance au public. Alors comment ça se passe? Tu l'as depuis combien de temps Je l'ai eu au mois d'août, elle est vraiment toute neuve. Et puis voilà, comme j'aime faire les choses un petit peu à fond, on a fait une petite préparation sur cette moto-là, en la laissant stock d'origine au niveau habillage. Et puis voilà, on l'a amélioré niveau freinage, niveau moteur, au niveau des performances. Et puis on va essayer de s'amuser avec cette moto. Alors juste avant de parler un peu de tous tes reports de commandes que tu as fait sur cette moto, oui. Je te propose de regarder un petit extrait de ton doc où tu expliques à David voilà, la différence entre une moto et une moto adaptée. Une moto de valide et une moto adaptée, les différences quand on conduit quand on n'a pas les jambes. Exactement. C'est ça. Bon David, maintenant qu'on est au pôle mécanique d'Alès, tu vas rouler. Ouais. Je vais te présenter ma deuxième moto, la Suzuki 1000 GSX-R. D'accord, c'est ta moto, t'as aussi une GSX-R. J'ai ma GSX-R 1000 pour la course et j'ai une deuxième moto qui me sert à faire un petit peu de stunt et participer à développer d'autres épreuves, notamment le championnat de France de la montagne. Et ça, je dois la piloter sans les jambes. Tu vas te mettre en situation paraplégie. Donc la paraplégie, tu n'as pas l'utilisation des membres inférieurs. Donc sélecteur, frein arrière, tout est remonté au guidon. Tu as la commande de shifter, tu as deux boutons, un vert, un rouge. Le vert qui te sert à monter les vitesses et le rouge qui te sert à descendre les rapports. Alors sur celle-ci, il y a un quick shift. Donc la montée des rapports, tu la fais sans embrayer. Par contre, pour rétrograder, tu devras débrayer. Il y a le frein arrière aussi. Et tu as le frein arrière qui va être au pouce. Je vais déjà pas l'utiliser pour commencer, je pense. Voilà. Donc après, c'est au choix. Je vais te prêter mes bottes parce que pour les paraplégiques, donc, on est obligé de clipser nos pieds parce que sinon on n'aurait pas de maintien sur un cale-pied. C'est des trucs de cycliste? C'est des pédales de VTT parce que ce qu'il faut, c'est qu'en cas de chute, on ne reste pas solidaire sur la moto. Donc en cas de chute, avec des pédales de VTT, tu déclipses. Donc ça tient. Ça clipse, ça bouge pas. On met une petite sangle entre les deux cuisses pour maintenir les genoux collés au réservoir. Donc tu vois, après ça reste la moto classique. C'est la GSX-R 1000. Les boutons sont ergonomiques. Ouais, c'est ergonomique, c'est pas mal placé. Et sur la GSX-R, là, depuis quelques temps, j'ai le downshift. Ah, et donc tu n'as pas besoin d'utiliser l'embrayage pour rétrograder. Je débraye plus maintenant quand je rétrograde. Donc tu peux utiliser mon pouce est libre, donc je tombe mes rapports et je peux me servir de mon pouce quand je suis en courbe. Alors tu t'en sers essentiellement pour ramener, quand tu es large, de ramener ta moto en point de corde. Alors justement, il n'y a aucune différence par rapport à la moto qu'on vient de voir? Non, elle est adaptée pareil, je suis toujours paraplégique. Je n'ai toujours pas l'usage des membres inférieurs. Donc on va retrouver le frein arrière au guidon. Sur celle-là, il va être couplé d'un double étrier. Voilà, avec une platine. Pourquoi un double étrier? Parce qu'avec cette moto, je vais tenter des figures que je faisais avant quand j'étais valide, c'est-à-dire des verticales. Et pour mettre la moto en verticale et essayer de faire frotter la bavette arrière, il me fallait un frein un peu plus incisif. Donc là, on a mis un peu de matos dessus pour le frein arrière. On a monté un freinage avant complet Béringer. Voilà, pour mettre en avant ces produits qui se marient très bien sur la Katana. On a fait une préparation moteur by TFC Racing, voilà, cartographie, un échappement à Krapovic,
Et voilà, sinon la moto reste stock. Voilà, des leviers Béringer aussi. Et sinon la moto est stock dans son ensemble. Mais pourquoi la Katana alors? Tu trouves son équilibre bien pour faire de ton show Alors, c'est pour plusieurs raisons. Déjà, c'est une moto qui vient d'arriver sur le marché. C'était intéressant de rouler avec une nouvelle moto et la montrer au grand public. C'est une moto qui est quand même sortie en 81, qui est mon année de naissance. Voilà, donc c'est l'ancienne Katana bien évidemment, mais 37 ans après, je vais rouler avec la nouvelle Katana. Elle n'a pas changé, elle est toujours... Voilà, elle est dans son... Pas une ride. Elle n'a pas pris une ride, elle a pris quelques rondeurs, mais voilà, elle est un peu comme moi, elle est un peu dans mon poids. Alors, dis-moi comment tu t'entraînes. Alors justement par rapport à ton handicap, là tu essayes une nouvelle moto, là tu me dis que tu vas faire une figure un peu verticale, mais voilà. Tu te casses un peu la figure aux entraînements, comment ça se passe? Non, alors je touche du singe. Voilà. Non, je me suis entraîné en plus très peu avec parce que je l'ai eu mi-août, le temps de la préparer, j'ai roulé qu'une seule fois avec. Mais en fait, elle est tellement homogène, elle a un moteur tellement doux et tellement coupleux qu'elle se manie vraiment très bien pour ces exercices. Donc, ça devrait le faire. Mais alors, est-ce que toi, par rapport à ton handicap, tu peux imaginer des nouvelles figures? Des figures, ça reste limité. C'est une moto qui fait 200 kg et quand tu n'as pas l'usage des jambes, tu ne la maintiens pas comme il faudrait. Donc non, parce que je prendrais des risques et je ne veux pas prendre de risques. Je fais ce que je sais faire et j'essaye par contre d'évoluer sur... Toi, les burns, ça faisait 15 ans que j'en avais pas fait. C'est l'année dernière à Alès que j'ai commencé à en refaire. Voilà, je prends pas de risques, je me fais plaisir et tant que ça met le feu dans le public, c'est le principal. Et alors, depuis combien de temps tu es en association avec Suzuki? J'en suis à ma 2e année et on est bien parti pour une 3e année, officiellement en tant que pilote officiel. Et il y a 16 ans, quand j'ai eu mon accident, on m'aurait prédit tout ça, j'aurais jamais cru personne. Donc très fier de me faire plaisir et de faire plaisir. Merci Steph. Merci Eric, à bientôt. Et bonne prestation. On va s'amuser. Salut. À bientôt. Ça a débuté avec 2 potes, en fait, ils sont venus me voir un dimanche, ils m'ont dit tiens on va faire du stunt. Je savais pas du tout ce que c'était, je me suis dit allez, je me lance. Ça reflétait un peu ce que je faisais déjà en vélo et puis un peu en moto, ce que j'essayais de faire. Et puis on en est venu à faire cette discipline qui est devenue une grosse passion. Moi à la base je faisais que de me promener dans les bois, je faisais 2-3 sauts, 2-3 bosses, 2-3 conneries comme ça. Et puis j'ai vu les mecs essayer de faire des roues arrière avec leurs 50, j'ai dit putain ça a l'air chouette, on va essayer. Ça m'a piqué et puis cette période-là c'était entraînement tout le temps, sortie de cours avant l'école, à la pause, dès qu'il y avait 2 minutes, je prenais la moto, je roulais, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Je suis passionnée de moto depuis que je suis gamine en fait. Et voilà, c'était vraiment à 14 ans quand j'ai eu ma première 50 à vitesse. C'était la liberté quoi, c'était génial, on partait, on allait rouler. Et en voyant voilà, les potes faire les roues arrière, en étant passagère, je prenais déjà des sensations. Et en fait, ouais, quand j'ai pu me lancer, c'était l'aboutissement quoi, depuis des années d'un rêve en fait, d'un rêve d'enfant. C'est ouais, de voir les magazines faire et puis du coup avec un pote on a commencé à essayer en vélo. Puis comme beaucoup je pense on a passé nos mercredis après-midi à essayer de lever, se retourner et recommencer. Et puis pour finir par y arriver. C'était la Barge Team, il s'appelait. Et quand j'ai vu ça sur internet, ça m'a fait une sorte de déclic. J'ai dit, il faut que je fasse pareil. Parce qu'à l'époque, déjà, j'aimais beaucoup. Dès que j'avais un moyen de locomotion, que ce soit skate, roller, etc., je faisais déjà un peu le foufou. Et de voir ça, je me suis dit avec mon scooter, il faut que j'essaie ça et tout. Et j'ai accroché direct en fait. On a vu des vidéos sur internet de mecs qui faisaient des roues en scoot, qui montaient sur la selle, qui mettaient les pieds un peu partout, on trouvait ça complètement fou. Une de nos connaissances connaissait un mec qui faisait du stunt, du coup on a été le voir rouler. Direct on est rentré, on a pris nos scooters, on est parti s'entraîner, essayer de faire pareil, on a tout cassé, les parents ont gueulé, c'était un peu n'importe quoi. Mais on a continué comme ça, puis on n'a jamais arrêté quoi.
J'étais sur les forums et on organisait des balades et un jour on s'est arrêté voir un gars qui s'entraîne au stun, c'était un des gars des MKT. Et on l'a vu sur son parking à faire des wheelings et tout, je fais putain c'est pas mal votre truc. Je suis venu les filmer une fois, deux fois, ça me faisait rigoler parce que j'avais mon petit montage avec mes cassettes et tout. Et un jour il m'a dit vas-y bah essaye avec nous et tout, je fais ah non. Et j'ai essayé une fois, je me suis mis par terre le premier jour d'ailleurs, j'ai pété ma moto. Deux fois, trois fois et puis après voilà tu vois comme c'était un groupe de copains, on venait s'entraîner. Et puis après on a commencé à faire un petit show à droite où on était payé genre 200 € et on était trop contents. Et puis après en faire un peu plus. Et il est arrivé un moment où je passais plus de temps à envoyer des mails aux sponsors, à essayer d'avoir des jours de congé pour aller faire des shows. Et j'étais plus efficace dans mon travail donc je suis allé voir mon boss et je lui ai dit ouais je suis désolé mais je vais essayer. J'ai 25 ans, c'est le moment, je vais essayer maintenant. Et genre 8 ans après je me suis dit putain je m'étais donné 2 ans et ouais on y est enfin. Donc voilà. C'est parti d'un forum où on allait juste se balader entre copains. Et ça a fini, tu vois, aux quatre coins du monde, donc c'est une belle petite histoire quand même. Il n'y avait pas de triomphe lors de ce bol d'or puisque la marque n'a pas de Superbike 1000. En revanche, elle a upgradé sa version 765, sa moyenne cylindrée qui équipe les Moto 2. On est allé à la rencontre d'Eric Pecoraro, le responsable marketing de Triomphe en France, mais aussi à la rencontre de Steve Sargent, le directeur de la ligne produit Triomphe, qui nous explique pourquoi Triomphe s'est engagé en Moto 2. Bonjour Eric. Comment vas-tu? Bien, bien et toi? Bon, tu sais que tu es toujours attiré par les Tigers? Oui, alors tu sais que j'ai une Sport 2010 et que j'aurais envie de passer sur une 1200. T'as raison, c'est une moto exceptionnelle, vraiment bien. Ah, j'adore, alors, j'adore. on l'a ramené sur le bol d'or parce que je savais que tu étais là, donc je l'ai ramené pour toi. Il est gentil. Bah oui. Mais on a ramené d'autres choses exceptionnelles pour le bol d'or aussi. D'accord, pour moi. Alors pour toi peut-être, mais surtout pour les gens qui vont être autour. D'accord. Donc, je te montre? Allez, on y va. Allez. Donc, je vais te montrer quelque chose. Roquette. C'est la première fois effectivement qu'on met une moto au milieu du public, une Rocket 3 au milieu du public. Donc c'est la nouvelle Rocket 3R, un 3 cylindres de 2500 cm3 qui en fait la plus grosse moto de série au monde. Juste hallucinant. Hein. Ça monte à combien ça? C'est pas tant la vitesse de pointe, c'est surtout l'accélération que ça procure. Donc c'est une espèce de dragster vraiment. Et encore une fois, comme d'habitude chez nous, il n'y a pas une durite, il n'y a pas un fil, la finition elle est juste exceptionnelle. Ça, moment exceptionnel, mais on est au bol d'or. Bol d'or, c'est la compétition, donc on a envie d'autres choses, je vais te montrer. Surprise. On a ramené la nouvelle Daytona. Alors la nouvelle Daytona, je dirais, c'est la dernière Daytona malheureusement. C'est l'ultime évolution de la Daytona qu'on avait avant, et c'est un 765. C'est servi du prototype de développement pour développer le moteur de la nouvelle Daytona 765. Et c'est la première fois que la Dorna accepte justement que la moto ait le logo. C'est la première fois qu'il y a un logo MotoGP ou Moto2 sur une moto. On s'est servi de notre moteur, de la compétition pour faire cette dernière évolution de la Daytona. En plus de la finition tout carbone, en plus des équipements très haut de gamme Hollins, en plus de toute l'électronique qu'elle peut comporter. Cet objet est juste magnifique. Combien, tu m'as dit, 765 cm3. Et le réservoir, il contient 17 litres. On a gagné plus de 20% de puissance et de couple à tous les régimes. Et au niveau des coloris, je crois que là vous avez un petit effet. C'est pas un effet, c'est que du carbone, c'est du pur carbone. Donc il n'y en a qu'un coloris, c'est du pur carbone. Elles sont numérotées, regarde, c'est la numéro 1. Et donc effectivement il n'y en aura que 765 de cette moto. Et elles sont déjà toutes vendues malheureusement. Ah d'accord, donc tu nous l'as présenté pourquoi? Pour vous faire envie. Tu restes sur le Tiger ou tu changes? Alors écoute, pour ma femme, si je lui dis de s'asseoir là, tu vas pas tellement apprécier. Ah bon? Triumph provides engines to Moto2. Why don't you provide also chassis or whole bike? You know, we have with the Daytona a motorcycle that has shown that it's capable of winning races. So for sure, Triumph as a company can design a very competitive chassis. But in our discussions with Dorna when we came into the championship, you know, it was very clear that what they were looking for was an engine supplier, because what they don't want is they don't want the other teams to think that Triumph, for example, has an advantage, because we have a lot of history with this engine and this chassis. They have one manufacturer who is the engine supplier, and then they have a number of chassis suppliers who develop prototype chassis for the teams. Steve, is Triumph thinking
about MotoGP? At this time, we're not actively thinking about entering MotoGP, but I think the interesting thing with Moto2 is that we have seen the response to Triumph coming into Moto2 and the excitement from the fans and from the teams in terms of what we delivered. And I think, for Triumph as a company, that's something that's very, very exciting for us to get the Triumph name out there in front of a larger audience. And that's made us think a little bit. Club 14, c'est une association qui a été créée en 81 par 3 passionnés de moto. J'ai envie de dire la philosophie de base de l'association, c'était de faciliter et d'encourager dans des conditions optimales de sécurité la pratique du deux roues motorisé. Alors il y a plusieurs axes. Il y a un premier axe qui est un axe vie de club, vie d'association, avec beaucoup d'événements qui sont organisés dans l'année, comme des rallyes routiers, des rallyes tout-terrain, des journées sur circuit. Bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue au Rallye Club 14, le 35e du nom. On est très content de vous recevoir, c'est notre 35e rallye. On a un autre axe qui est effectivement la partie des avantages qui est réservée aux adhérents pour faciliter la pratique du deux roues, avec entre autres l'accès à une centrale d'achat et des tarifs très avantageux, très préférentiels. Et puis on a un dernier axe qui est l'axe, j'ai envie de dire, l'axe majeur et fondateur, qui est le partenariat qu'on a avec AXA depuis maintenant plus de 30 ans. La mécanique est la suivante, je souscris un contrat d'assurance chez AXA, automatiquement et gratuitement, sauf à ce que je ne le souhaite pas, je deviens adhérent de l'association Club 14. Et puis après, on accepte globalement toute personne qui souhaiterait adhérer à Club 14. La seule spécificité, c'est que dans ce cas-là, il faut faire un petit courrier en disant voilà, je souhaite adhérer à l'association. On mène une action à l'occasion du Bol d'Or avec les 5 principaux youtubeurs de roues, et 6 même. L'idée c'est quoi? C'est simplement d'arriver à parler à un public qui n'est pas forcément le public à qui on arrive naturellement à échanger. L'OP qu'on mène, c'est qu'on équipe les youtubeurs de gilets airbag. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes! On croit beaucoup dans la technologie airbag. On l'a vu sur des études qui prouvent la réduction de traumatologie sur l'airbag. Donc on fait tout ce qu'on peut pour mettre cette technologie en avant. On fait notamment, on vend des gilets airbag à prix coûtant. Alors on n'est pas vendeur d'airbag, mais comme on y croit, on part du principe que ça donnera un élan à cette action-là. Et puis surtout, pour en revenir aux youtubeurs, les youtubeurs ont vraiment un rôle de prescripteurs. Ils sont motards eux-mêmes, donc ils vont pouvoir tester en live cet équipement. Alors, niveau communication, les youtubeurs vont utiliser ce qu'ils ont l'habitude de faire. Donc ils vont faire des stories, ils vont faire des vidéos. Et tout ça participe d'un ensemble qui se veut le plus large possible en diffusion pour pouvoir communiquer le plus largement possible sur l'intérêt de certains équipements comme l'airbag. Ainsi s'achèvent nos 2 aventures, nos 2 belles émissions au Bol d'Or. Sans concession, ça continue. On retourne au travail pour vous proposer une très belle émission également la semaine prochaine. Salut à tous.